Et bien voilà, commençons donc sur ces Minnesota Timberwolves qui ont une saison assez compliquée. Donc ils ont récupéré Rudy Gobert à l'intersaison, très gros move pour eux. Ça s'est pas vraiment passé comme prévu. La saison commence difficilement et ça ne s'arrange pas avec la blessure de Towns après 20 matchs et il rate quasiment toute la saison. Après un mois de décembre compliqué, les Wolves se ressaisissent en janvier pour repasser au-dessus de 50% de victoire. Et à la deadline, il faut un move pour se séparer de D'Angelo Russell pour accueillir Mike Conley, profil différent, mais dont ils avaient besoin. Finalement, ils arrivent à la 8ème place, qu'ils conserveront à l'issue du play-in avec d'abord une défaite face aux Lakers et une victoire face aux Thunder, si je ne me trompe pas, et pour finalement sortir face aux Nuggets. N5, t'as pensé quoi un peu des Wolves sur cette série de playoffs? Toi qui as pu voir tous les matchs. Franchement, une série intéressante, un 4-1 qui quand même a mis en valeur les Wolves, d'autant plus que les Wolves sortaient d'un play-in où ça avait été compliqué, ça avait été un peu les moins mauvais entre les Lakers et les Wolves pour se qualifier dans un premier match. Et puis surtout, il y avait eu toutes les embrouilles autour du groupe sur la fin de saison au play-in. Jaden McDaniels qui se fracture la main en tapant dans un mur d'énervement. L'embrouille Gobert-Kyle Anderson. Karl Anthony Towns qui revenait de blessure et qui n'était pas forcément à 100% de ses moyens dans une configuration qui était du coup peu vue dans la saison, qui s'était vue vraiment au tout début de saison, lui et Gobert dans la même raquette, et qui n'était pas... Alors, faible échantillon, mais qui n'était pas des plus engageantes et encourageantes. Donc, ça faisait beaucoup d'éléments. Et malgré tout, les Wolves s'en sont plutôt pas trop mal sortis, moi, j'ai trouvé. Ils nous ont plutôt accrochés au cours de différents matchs. Ils ont réussi à en prendre un aussi. Et ça a été serré, notamment dans le Game 5 pour clôturer. Et j'ai trouvé que c'était intéressant, notamment autour d'Anthony Edwards, ce qui a vraiment brillé durant ces playoffs pour le coup et qui a montré tout son potentiel, parce qu'on est encore quand même à l'étage du potentiel, on en reparlera certainement après durant la preview, mais Anthony Edwards qui a vraiment vraiment brillé, qui nous a posé énormément de problèmes, un des joueurs qui nous a le plus posé de problèmes, notamment sur le drive. On sait que c'était une de nos faiblesses en termes défensifs, et il a été plutôt très bon là-dessus. Ça nous a obligé notamment à le doubler assez fortement dans les 2 derniers matchs, et ça a ouvert énormément le jeu d'ailleurs. C'était quelque chose, une impression que j'avais par rapport aux Wolves de peut-être offensivement, la meilleure synergie qu'on ait vue, c'est peut-être dans ce Game 5, dans les playoffs face aux Nuggets, où dans la seconde partie de mi-temps, grâce à l'espace qu'a créé Anthony Edwards avec la double team qu'on lui a infligée pour essayer de le limiter, ça a vachement ouvert le jeu en fait sur Karl Anthony Towns et Gobert, et ça a vraiment créé une belle synergie offensive. On a réussi à passer l'obstacle heureusement, et puis on était quand même assez supérieur, mais il y avait de belles choses, enfin peut-être, pour une fin de saison compliquée, tu l'as dit, mais qui se terminait quand même plutôt pas trop mal, on va dire. Azad qui demande dans le chat, Gobert était pas mal contre Jokic aussi, non? Ouais, il y avait en fait, les deux, le fait que Karl Anthony Towns et Gobert, en fait, le fait d'avoir eu beaucoup de taille, ça a gêné aussi pas mal Aaron Gordon, qui, lui, devait défendre, en fait, sur Karl Anthony Towns et qui a pris pas mal de fautes. Donc ça a été une difficulté. L'autre difficulté, ça a été, voilà, Gobert sur Jokic. Alors c'était... au début, ils ont mis Gobert sur Jokic. Bon, Jokic l'a plutôt bien mangé. Et ensuite, ça a été l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont mis 4 sur Jokic, mais Gobert en aide, ce qui est certainement une des façons quand même de mieux gêner Jokic que juste en individuel, parce que personne ne peut le contenir en individuel. D'ailleurs, on a vu ça après chez les Lakers avec Anthony Davis. Et en fait, globalement, cette raquette nous a quand même posé problème de notre côté. On sait que notre force pendant les playoffs, ça a été beaucoup la taille. Et c'est peut-être l'adversaire, on a le moins profité de ça, réellement. Donc des playoffs finalement plutôt réussis dans la défaite, si on Ouais, peut non, dire ça franchement, comme ça. je trouve qu'ils ont montré de belles choses et ça a amorcé un peu plus de positif qu'annoncé au début et au play-in. Donc ils s'en sortent quand même par le haut, j'ai tendance à dire. Benjamin, t'en as pensé quoi toi de leur playoff et de leur saison globalement? Alors, plutôt tout à fait d'accord avec N5 parce que c'est vrai que il y avait beaucoup d'attentes quand même l'année dernière, enfin l'été dernier. Enfin, je me rappelle plus de tout, mais c'est l'un des plus gros mouvements qui a eu lieu l'été dernier. C'est l'une des seules équipes qui tendait vers un duo de big à l'intérieur, alors que toutes les équipes, sans forcément faire le chemin inverse, mais personne d'autre, enfin ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas tenté ça.
Donc c'est vrai que c'était assez intéressant. Et ce qui en ressort, moi en premier lieu, ça serait vraiment de la frustration. Euh, Parce que c'est vrai que ce duo, c'était quelque chose que j'attendais vraiment. Et au final, on l'a vu, c'était quoi? C'était 20 matchs au début de saison. Donc le temps qu'ils se mettent en rodage, etc., c'était pas flamboyant. Blessure pendant 50 matchs et retour sur les 10 derniers matchs à la fin de la saison. Donc pareil, le temps de se remettre en route, quoi. Donc c'est vrai que la série de playoffs a été encourageante, que le trade en milieu de saison pour Conley a fait du bien. Mais maintenant, on va dire, ça c'était l'année laboratoire. Maintenant, il va falloir vraiment passer la seconde, quoi. Ce qui nous amène donc à l'intersaison. Comme d'habitude, cette magnifique illustration par le cofondateur de QI Basket Jordan. Très très belle, on peut l'applaudir dans le chat, merci. Et donc le point sur le roster, donc il n'y a pas eu beaucoup de changements. On a vu donc les arrivées de Troy Brown Jr., Shake Milton, Leonard Miller, Jalen Clark, Vit Krejci, j'espère que je le dis bien, et Daishen Nix. Et au niveau des départs, on a du Taurean Prince, Austin Rivers, Jalen Noel et Nathan Knight. Donc voilà, peu de changements, ce qui nous donne donc à la main Mike Conley, Shake Milton, Jordan McLaughlin, Daishen Nix. En arrière, Anthony Edwards, Nickel Alexander Walker, le cousin de Shai bien sûr, Wendell Moore Jr., Vit Krejci, Jalen Clark, en ailier Jaden McDaniels, Troy Brown Jr., Leonard Miller, Josh Minott, en ailier fort Karl Anthony Towns et Kyle Anderson, et à l'intérieur on a du Rudy Gobert, Naz Reid et Luka Garza. Ce qui a été un peu le focus sur l'intersaison, ça a été la re-signature de Naz Reid, qui a fait une plutôt bonne saison N5. Ouais, Naz Reid qui est peut-être un des meilleurs backup pivots, si ce n'est si ce n'est le meilleur backup pivot de la ligue, peut-être. Le débat peut clairement s'ouvrir. Il a été très bon et puis très courtisé aussi. On le savait sur le marché potentiellement. Ils ont pu le re-signer et ça c'est plutôt un bon point. Je trouve plus globalement même au-delà de Naz Reid que le supporting cast chez ces Wolves est vraiment plutôt très bon. Alors, bon, Michael Lee, c'est le supporting cast par rapport au Big Three, mais même l'arrivée de Shake Milton, c'est pas mal, accompagné de Jordan McLaughlin, ça fait deux options complémentaires à la main, on va dire, avec un profil un peu plus scoreur et un profil un peu plus gestionnaire. Par contre, Nickel Alexander Walker est un peu une résurrection depuis le Utah Jazz, etc. Il n'y a plus grand monde qui croyait en lui. Je sais que c'est Chris Finch qui a pas mal bataillé pour le récupérer et le mettre en valeur, et la fin de saison dernière, les playoffs, il a été très bon sur Jamal Murray défensivement, et son mondial avec le Canada lui donne raison, et je pense qu'il va continuer sur cette lancée. Et puis après, Jaden McDaniels, bon, ça on va en reparler, Kyle Anderson, Naz Reid, en fait il y a vraiment des seconds couteaux et tout un support cast qui est vraiment très sérieux du côté des Wolves, et des joueurs qui dans pas mal d'équipes pourraient potentiellement prétendre à une place de 4e, 5e homme. Donc ouais, ça a été clairement une très bonne re-signature du côté des Wolves, alors qu'il les place, je pense, assez haut en termes de luxury tax et de payroll. Mais c'est un apport intéressant, d'autant plus que quand tu sais que Kat se blesse souvent, au relais de Gobert, etc. Bon, c'est bien de le sécuriser parce que c'était un vrai apport du côté de ces Wolves-là. Avec Guillaume qui dit Naz Reid MIP et All Hipster Team 2021. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut jouer avec Gobert comme il peut jouer avec Towns finalement. Benjamin, t'en penses quoi toi de cette signature? Pareil, en fait, c'est assez intéressant. C'est pas surpayé. Enfin, c'est dans à peu près sur ce qu'il fallait, je pense. Et puis, on va le voir, mais en fait, comment dire, la fenêtre du, des Wolves n'est pas très très longue. Donc, quand tu as des bons éléments, surtout qu'en plus, ils ont déjà enfin, un salary cap qui est à la limite d'exploser, bah, tu conserves tes bons éléments, quoi. Tu vas pas commencer à le laisser partir contre rien pour récupérer un projet ou quoi que ce soit. Là, eux, ils veulent gagner rapidement. Alors, je sais pas s'ils vont arriver à atteindre leur but, mais c'est, je pense, l'objectif. Bah, tu gardes les bons éléments que t'as eu l'année passée, quoi. En parlant de bons éléments, il y a quand même eu le départ de Taurean Prince, qui a été plutôt bon la saison dernière, dans un rôle plutôt de remplaçant, parfois titulaire.
fallait le payer potentiellement. Il ne pouvait pas trop, au vu du payroll, encore une fois. Il y avait un choix à faire. Après, voilà, ils ont du Kyle Anderson pour suppléer potentiellement sur le poste 3-4, bon, un peu plus 4. Ils ont récupéré Troy Brown Jr. aussi pour pas cher. Bon, c'est peut-être moins bon que la saison de Taurean Prince. Après, rien ne garantit aussi que Taurean Prince fasse une aussi bonne saison, notamment à l'adresse. On sait que c'est un joueur qui a été un peu fluctuant quand même en carrière à ce niveau-là. Mais bon, on l'a dit, ils sont quand même assez stacked up, assez bons dans la profondeur, donc ça ne devrait pas se faire trop ressentir en vrai. Juste une petite seconde pour revenir, j'ai vu un message dans le chat qui parlait que c'était pas une fenêtre pour les Wolves. Ouais, oui, je suis d'accord, mais juste eux, dans leur plan, enfin, s'ils considèrent pas ça comme une fenêtre, la prochaine fenêtre sera dans 30 ans, quoi. Donc c'est juste, je pense ils ont sacrifié énormément d'assets pour différents trades. Si même eux n'y croient pas, ça va être un peu compliqué. Donc oui, je suis d'accord, c'est très petit. Enfin, la fenêtre est minuscule, mais je pense que eux, ils sont persuadés qu'il y en a une petite, quoi. Parlons un peu donc du joueur qui fait tant parler depuis cette fin de saison et depuis cet été, Anthony Edwards. Déjà une star a priori. Cela dit, il y a quand même des défauts chez ce joueur. Malgré tout ce qu'on peut entendre sur lui, notamment l'efficacité, gros volume mais une efficacité en dessous de la moyenne. Alors sur les joueurs qui ont plus de 10 drives par match et qui ont 30 matchs joués, il est donc 12e en tir tenté sur 47, ce qui est pas si mal, et 16e au lancer tenté, ce qui est pas si mal, mais son efficacité, il est 18e au pourcentage de tir en fin de drive entre Clarkson et Ingram, à 52%, ce qui est finalement plutôt faible alors que c'est censé être sa grande force. Aussi sur le pull-up à 3 points, sur les 30 joueurs qui en tentent au moins 3 par match, qui ont joué 30 matchs, il est 19e sur 30 à l'efficacité. Un gros volume et une faible efficacité. C'est quoi ces axes de progression, Anthony Edwards? En fait, ce qui est assez intéressant avec Edwards, c'est que déjà, je vais ouvrir une porte déjà entrouverte. C'est un jeune joueur donc qui a quand même qui est en pleine progression. Ses capacités, enfin, la production qu'il produit, pardon, est grossie année après année. Il s'ajuste sur ce qu'il doit faire sur le terrain, parce il y a un peu moins de shoot à 3 points cette saison par rapport aux années précédentes, parce qu'il n'était pas très performant dessus. Il y a un peu plus de lancers. Enfin voilà, c'est pas encore parfait, donc c'est quand même en cours d'ajustement. Alors, comme tu l'as dit, l'efficacité n'est pas encore au beau fixe, mais j'ai quand même l'impression que c'est sur la bonne voie. Et ensuite, pour ces autres axes de progression, ça va être évidemment la création pour autrui, parce que on ne sait pas combien de temps Mike Conley va tenir encore. Va tenir. Est-ce que dès cette saison, il va commencer à perdre un peu de niveau, parce qu'il commence quand même à vieillir. Donc, est-ce que Ant pourra compenser un petit peu ou non? Je pense que c'est là la principale question. Après, il y a l'aspect défensif, on pourra peut-être y revenir un peu plus tard, mais je pense que le premier point d'amélioration et le plus gros, c'est développer la polyvalence, sa polyvalence offensive et notamment la création pour autrui, quoi. Après, c'est sur le potentiel qu'il est vraiment énorme et pressenti énorme, parce qu'il y a l'aspect où c'est le profil un petit peu idoine pour un petit peu tout offensivement, c'est-à-dire un arrière ailier, bon, il joue plus arrière, il est un peu plus petit, mais qui a un profil physique et des avantages physiques et athlétiques très, très forts, et donc du coup qui peut et dribbler et créer, qui peut offensivement être bon à 3 niveaux, que ce soit au cercle, mi-distance et à 3 points. Donc en soi, il a toutes les armes potentiellement pour devenir paroxysme des joueurs offensifs tels qu'on les connaît aujourd'hui. Il y a quand même ce défaut à la création où c'est en cours de développement et il faut encore l'améliorer. Et après, sur l'efficacité, c'est irrégulier, c'est-à-dire que je pense que ce qui fait aussi qu'il est très hypé, alors peut-être un petit peu à tort quand même, il y a vraiment un vaisseau marketing autour de Ant qui est assez impressionnant de la part des Ricains. C'est certainement que il y a les fins de match et c'est très highlights friendly. Et donc du coup, ça fait énormément fantasmer, etc. Et c'est vrai qu'il a des phases qui sont assez transcendantes.
en termes de clutch ou autre, où il prend tous les shoots et il a une bonne réussite, etc. À côté de ça, il y a quand même voilà, peut-être de la vision, de la lecture de jeu sur quel shoot prendre à quel moment, quand est-ce qu'il faut driver, quand est-ce qu'il faut plutôt préférer peut-être du pull-up à 3 points, etc. après une sortie d'écran. Il y a ce genre de lectures qui sont peut-être pas encore tout à fait prêtes et qui du coup devraient finalement améliorer son efficacité à moyen terme. En tout cas, c'est un petit peu l'espoir. À côté de ça, il y a aussi des difficultés, c'est-à-dire que là où peut-être il avait commencé à montrer de vraies améliorations, notamment à l'arceau la saison précédente, c'est devenu un petit peu plus compliqué parce que le plan de jeu fait que maintenant il y a plus de monde dans les lignes de drive avec l'arrivée de Rudy Gobert et donc potentiellement des défenseurs en plus. Ça l'aide pas complètement. Le fit avec Gobert vis-à-vis d'Anthony Edwards, c'est pas ce qui va l'aider forcément dans le développement. Donc il y a aussi cette question-là. Du côté de cette défense, est-ce que c'est un bon défenseur actuellement? C'est très irrégulier. Autant je trouve qu'il a les outils. Encore une fois, il a tous les outils physiques. Donc on peut bien évidemment imaginer comme un très bon défenseur futur. Le truc, c'est que quand il a peut-être un petit peu moins de poids offensif déjà, la première des choses, il peut potentiellement se concentrer aussi sur la défense plus que tout sur l'attaque. Il est capable, etc., notamment en un contre un, en individuel, d'être vraiment très chiant sur l'homme. À côté de ça, il y a quand même pas mal d'errements parfois off-ball dans la concentration. Et surtout, en fait, il y a cet engagement aussi et cette impression que c'est pas forcément un effort de tous les instants. Tu peux regarder des matchs où autant ce sera intéressant sur l'homme, etc. Autant il y a des matchs où est-ce qu'il est extrêmement concentré sur l'aspect défensif, je suis pas totalement sûr. Donc je trouve que encore une fois, ça reste beaucoup de potentiel. Guillaume dans le chat qui s'écrit un scoreur qui score mal, super. Il a des flashs, mais rien derrière. C'est un putain d'appareil photo jetable Kodak. On le laissera bien évidemment à ses propos. Vous pourrez lui en tenir rigueur. Il y a beaucoup l'aspect potentiel chez Ant. C'est pas encore tout à fait ça pour être vraiment dans l'excellence, etc. Même si le marketing essaye à toute fin de vous le faire croire. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, on est encore sur le potentiel et il y a encore pas mal de choses à améliorer pour qu'il arrive à en être vraiment une star des deux côtés du terrain et qu'il soit un top 15, top 10 NBA. Parce qu'il y a encore aussi beaucoup de déchets, comme le dit Guillaume dans le chat. Son turnover percentage est assez élevé, il me semble. Ouais, c'est ça, il avoisine les 13%. Ouais, c'est ça, il est dans le 30e centile chez les Wings, donc ce qui est vraiment très faible. C'est dans le tiers le moins bon de la ligue, à son poste bien sûr. Donc il y a encore pas mal de choses à régler là-dessus. Est-ce que du coup les Wolves ne se sont pas un peu précipités avec le trade de Gobert et qu'ils n'ont pas laissé le temps en fait à Anthony Edwards vraiment de mûrir sur son jeu pour ensuite all-in au bon moment en fait? C'est une bonne question à laquelle j'avais pas pensé, mais c'est vrai que en fait ça dépend parce que ça dépend comment tu le cadres, Edward, je pense. Parce que en tradant pour Gobert et Conley en un an, tu lui mets quand même à côté deux. Alors il y en a un pas du tout sur le même poste et l'autre sur l'autre poste d'arrière, enfin de guard. Tu mets quand même deux. On parlait des vétérans en intro, pardon. Tu mets quand même deux potentiels vétérans qui peuvent l'aider, le cadrer et peut-être faire accélérer comment dire, faire grandir plus rapidement son niveau, son efficacité, enfin voilà, le cadrer beaucoup plus rapidement. Alors peut-être que ça a été fait un peu tôt parce que Edwards ressemble grandement aux profils qui ont besoin de pas mal de maturité pour arriver vraiment au pic de leur forme, quoi, vraiment à leur pic. Donc peut-être que ça a été fait un petit peu trop tôt, mais je pense ils y croyaient tellement et Edwards sortait quand même de 2 saisons plutôt prometteuses pour un jeune de son âge, qu'ils ont foncé sur l'occasion. Et en plus de ça, on connaît Minnesota, c'est pas l'endroit où tu peux attirer le plus facilement possible des All-Stars ou des très bons joueurs libres. Donc, quand tu as une occasion pour faire venir des comment dire, des All-Stars multiples d'Ipoy,
bah, je pense que tu t'en prives pas, quoi. Alors, est-ce que c'était une bonne chose? L'avenir nous le dira. Mais je pense qu'ils n'ont pas trop hésité vu la franchise. L'apport de Gobert, ça remplissait des manques hein, aussi à la base Ouais. dans la franchise, à savoir l'aspect défensif qui était quand même assez compliqué. Même si, juste avant l'arrivée de Gobert, il y avait Chris Finch qui avait fait des schémas défensifs différents avec du edge, etc., et qui s'était révélé plutôt pas mauvais là-dedans. Bon, ils ont préféré quand même quelque chose de plus viable potentiellement avec Rudy Gobert. Ça, c'était censé aussi régler la problématique du rebond. Ça l'a pas vraiment réglé, hein, spoiler alert. Alors ça, c'est faudrait aller voir un peu le pourquoi du comment, mais c'est plus compliqué que ça. Faut dire que si Gobert est en aide, après, bah, il n'est pas au rebond. Hein. Donc c'est aussi ça la petite, la petite chose. Et la problématique, moi, je trouve, dans ce trade, c'est qu'effectivement, le fit n'est pas évident pour Anthony Edwards sur son développement, parce que tu parlais de vétérans, etc., d'encadrement. Alors certes, mais dans le jeu, encore une fois, ça bouche la ligne de drive pour Anthony Edwards, qui était là son développement le plus facile, peut-être. Mm. Parce que le shoot, à la limite, il l'a, mais c'était plus une sélection et quelque chose en termes de choix de jeu à faire au bon moment, etc., pour cleaner tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de ça sur le shoot. Sur le drive, par contre, il y avait vraiment du toucher à aller améliorer, etc., petit à petit. Et c'est vrai qu'il peut moins le faire parce que, en tout cas, on le favorise pas parce que, bah, encore un défenseur dans les pattes parce que Gobert est là. C'est un joueur aussi qui, comme il peinait à la création et que Gobert est extrêmement unilatéral dans le jeu offensif, c'est-à-dire que bah, on ne peut que le nourrir sur lob, clairement. Parce que sinon il est beaucoup trop mauvais dans tous les aspects du jeu, il a pas de main, il a absolument pas de shoot proche du panier ou autre, c'est beaucoup trop peu inefficient et pas bon du tout pour une attaque, donc la seule façon de le trouver c'est vraiment sur lob, et Ant n'a pas ces capacités là du tout. D'ailleurs il fait très 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 peu de passes, il y a très peu de synergie offensive entre les deux, très peu de pick and roll, ou alors c'est exclusivement pour du drive de Ant, donc du coup il n'y a pas cette synergie offensive là. Les deux pourvoyeurs, les meilleurs pourvoyeurs bien sûr pour Gobert, c'est Mike Conley et peut-être un petit peu Karl Anthony Edwards avec des gros défauts malgré tout dans cet autre duo. En fait moi voilà, mon problème c'est que cette équipe, le Big Three, Ant, Gobert, Edwards, Towns, pour que ça tu veux dire. fonctionne, il y a énormément de... Ouais. Pardon. Towns, tu veux T'as dit dire. Ant, t'as dit Ant, Pardon. Ant, Gobert, Edwards. Et avant, Pardon, t'as dit Carl Anthony Edwards. Petit lapsus. Excusez-moi. Karl Anthony Towns, Anthony Edwards et Rudy Gobert. Donc, je le dis correctement. Mon problème de ce trio, c'est que c'est un trio à 1000 conditions pour que tout soit mis à peu près en bonne condition, justement, et qu'ils puissent justement être optimisés. Et en fait, du coup, quand tu commences à recouper toutes ces conditions-là, à savoir que Karl Anthony Towns, il faut qu'il soit un peu lancé en mouvement ou qu'il prenne une décision très rapide, donc du coup, ça enlève son playmaking, c'est le seul qui fait un peu de playmaking vers Gobert, hormis Mike Conley, mais que Mike Conley, s'il a le ballon, c'est pas Anthony Edwards qui l'a, que Anthony Edwards, il faudrait qu'il ait des lignes de drive, mais que comme il y a Gobert, bon, bah ça marche pas, il est pas assez bon sur la création, donc il peut pas encore faire du pick and roll complètement optimisé avec Gobert. En fait, ça devient impossible, en fait, il y a peut-être genre un ou deux systèmes que tu peux peut-être exploiter, ça limite énormément tes options. En plus, il faut que les joueurs acceptent aussi de partager les choses. Ouais, ça semble un peu compliqué, ce fit-là. En tout cas, pour ma part, il y a des choses possibles. Moi, j'avais dit dans la preview l'année passée que je voyais deux équipes potentielles. Une avec Dilo à l'époque, mais là encore mieux, Mike Conley, Gobert d'un côté, et une avec Anthony Edwards et Karl Anthony Towns de l'autre. Pas sûr que et les stars et Chris Finch et le front office voient ça de la même manière. Et Azad qui demandait, c'est pas un peu réducteur, non, de parler que du lob pour Rudy Gobert? Non. Offensivement, non. Tu veux pas. Ah, faut vraiment que ce Désolé. soit... c'est du catch and finish vraiment proche du panier, quoi. Non, Ce qui est mais un peu bien sûr, en fait, Ce qui est un peu dommage là-dessus, c'est qu'ils avaient drafté Rudy Gobert, mais qui coûtait 3 millions avant de trade pour Gobert. C'est vraiment le même profil, c'est limite une copie du joueur, quoi. on parle de Walker Kessler qui a fini au Jazz, et qui a Évidemment. voilà, ce même profil-là, et qui coûte beaucoup moins cher. Ouais, évidemment. Bon, après, ils pouvaient pas savoir qu'il serait... Enfin, ils pouvaient pas savoir. Ils
aurait peut-être pu, mais il pouvait peut-être pas deviner qu'il serait aussi bon dès maintenant. Déjà qui dit pendant que tu lis, est-ce qu'il est plus facile pour Ja Morant de drive avec une raquette Adams JJJ que Ant avec une raquette Rudy Towns? Je dis oui, 1000 fois oui, d'autant plus que Adams est très spécialiste de l'écran après l'écran dans le rôle, et en fait ça permet d'autant plus de créer de l'espace en fait pour un driver, c'est-à-dire que après un premier pick and roll de séparation, au lieu de roller au panier et juste d'attaquer le panier, en fait il va très souvent se retourner, recréer un écran pendant le drive de Ja, et ça c'est assez létal. Steven Adams c'est très bon pour ça, il était déjà très fort pour ça au OKC avec Westbrook, et ça aide énormément les drivers, notamment Ja, et du coup oui, clairement Rudy n'a pas la même science de l'écran, à ce niveau-là en tout cas, parce qu'après c'est un très bon screener, Rudy Gobert en tête de raquette, que Adam, c'est un style différent on va dire, et donc du coup ça n'aide pas Anthony Edwards. Ouais, ce qu'on peut appeler aussi les Gortat screens, que Marcin Gortat faisait à l'époque pour John Wall. Je vais juste rebondir rapidement sur deux petits trucs. Moi, enfin, surtout, je pense l'apport de Conley est non négligeable pour Ant. Enfin, je pars un peu du principe que quand un joueur est encore en développement, c'est mieux qu'il arrive à son point de maturation sur les domaines où il est déjà pas mal. Donc, on parle d'ici du scoring polyvalent de Ant, avant de commencer à rajouter à tire-larigot d'autres trucs, donc la création pour autrui. Donc, je pense quand même avoir Conley à côté de lui, même s'il lui prend quelques ballons, ça pourrait lui permettre de se cadrer et de passer cette barre d'efficacité qu'il n'a pour l'instant pas réussi à passer cette année, enfin l'année passée, pardon. Et deuxième chose, pour la raquette, alors je suis tout à fait d'accord sur les lignes de drive, etc., enfin, tout à fait d'accord, mais je pense qu'on sous-estime à quel point Kat va être utilisé comme un spot-up shooter à l'extérieur cette saison. Enfin, je pense que c'est le truc le plus viable, c'est devenu un shooter de haut calibre. Et alors, je sais pas à quel point, mais je suis pas sûr qu'il soit si souvent dans la raquette pour gêner, comment il s'appelle, Ant. Alors après, peut-être que je me trompe, mais enfin, en fait, ça semblait tellement pas viable d'avoir des lignes de drive pour Ant avec les deux dans la raquette que ça me semble évident qu'à un moment, ils vont foutre 4 à l'extérieur pour élargir. Et en sachant qu'en plus, il y a de fortes chances que ce soit McDaniel sur le poste 3. Donc ils vont être obligés d'élargir avec 4. Enfin, je vois pas comment ils peuvent faire autrement, quoi. Je trouvais ça intéressant ce que tu disais aussi sur Mike Conley, pour rebondir un peu là-dessus. C'est que lui, il a une très bonne synergie avec Gobert, et même s'il a plus la rim pressure qu'il avait dans ses grandes années, c'est avec le spacing vertical que t'amène Gobert, tu peux très bien avoir Conley qui joue son pick and roll avec Gobert et en fait qui ressort sur un Anthony Edwards alors que le décalage a déjà été créé. Et c'est là qu'il peut être vraiment très bon à attaquer le cercle, quand justement quand il attaque justement un close-out ou que tout simplement il y a eu un décalage qui a été créé avant, parce que du coup la défense est a déjà été bougée. Donc je trouvais ça intéressant que Conley soit un peu plus utilisé sur de la création en fait, plus que Edwards. Ouais, non, clairement. Mais de toute façon, Mike Conley, ça a été une très bonne pioche, je pense. On a vu l'amélioration de toute façon après la trade deadline avec son arrivée. Je pense qu'il a fait beaucoup de bien. Après, non, enfin vraiment ça, j'ai pas trop de doutes là-dessus. Il fit très bien, il sait aussi défendre dans des schémas, etc. Donc c'est un joueur intelligent, d'expérience et tout. Et puis, comme tu le disais, pour faire un peu plus de création qu'Anthony Edwards, qui n'est pas encore au niveau pour s'en charger seul en termes de collectif, en tout cas. Peut-être individuel, oui, mais collectivement, non. Donc, je te suis tout à fait. Après, c'est sur Karl Anthony Towns et l'aspect extérieur. Effectivement, c'est le big man, le meilleur big man shooter, peut-être de tous les temps, et en tout cas de la ligue actuellement. Donc, oui, il n'y a pas de souci. En même temps, je trouve que le fait de l'avoir collard, en fait, j'ai l'impression que il est jamais aussi bon que quand il se met un rythme en commençant à driver un peu et finir au cercle. Et on a vu ça notamment dans les playoffs. Je trouve que son meilleur match, c'est le Game 5, je pense. De mémoire, peut-être je me trompe, on me redira, mais dans mes souvenirs, le Game 5 était vraiment bon de sa part. Et il commence vraiment en drivant énormément, en récupérant beaucoup de fautes. Il met Aaron Gordon en foul trouble. Et il va beaucoup vers le panier. Et le truc, c'est que
pour moi, en fait, Kat, il est capable de faire ça quand il réfléchit pas. C'est-à-dire que il chope le ballon et il agresse assez rapidement. Le problème, c'est que quand il prend la balle et qu'il commence à se poser, alors, il a été intéressant pour trouver Rudy Gobert. Et au début d'année, c'était un petit peu comme ça que je le voyais. Je trouvais que c'était un des meilleurs pourvoyeurs de ballon à Rudy Gobert. Il a un vrai potentiel de passeur au poste haut pour Rudy. Sauf que ça le rend inoffensif dans tout le reste, en fait. Parce que comme il n'est pas sur le mouvement, etc., il est plus que efficace offensivement que sur la passe pour Rudy. Et c'est une action bien moindre en termes de rentabilité qu'est-ce qu'il pourrait faire sur le drive ou en spot-up. Et le problème sur le drive et l'aspect je réfléchis pas, je drive, etc., bah, c'est que encore une fois, où est-ce que tu mets Gobert en fait? C'est-à-dire que du coup, ok, tu le mets dans le. En fait, le meilleur choix et le seul choix en fait pour Gobert, c'est soit sur le pick and roll avec la pocket pass ou le lob, soit sur le dunker spot. Et pareil, c'est tu ramènes l'aide de son défenseur et tu fais la passe sous le panier pour Gobert qui a le panier ouvert. Le problème, c'est que qui va sur le drive faire la pocket pass pour Rudy? Anthony Edwards, on a vu que c'est très compliqué. En tout cas, c'est pas du tout encore le cas. Alors peut-être que ça va s'améliorer, ça va peut-être débloquer plein de choses. Karl Anthony Towns, c'est pas non plus. Il peut le faire un petit peu. C'est quand même pas là qu'il est très bon. Et donc du coup, bah, t'arrives à un Rudy Gobert qui offensivement peut rien faire si ce n'est du pick and roll avec Mike Conley. Il y avait Azad qui demandait est-ce que c'est pas la passe, le next step pour Rudy Non, Gobert. mais il troll. T'es sûr? Bah, regardez les passes des derniers mondiaux de Rudy Gobert. Je vous en prie, allez-y. Et s'il vous plaît, si vous le faites, faites une compile. Envoyez-la nous, on la publie, il n'y a pas de souci, mais on va rigoler. Il y a Bennett qui demande aussi, vu son importance dans le bon fonctionnement du système, ne doit-on pas craindre un déclin physique de Mike Conley, 36 ans, cette saison? Bah si, ouais, je sais plus si c'est toi, enfin l'un de nous trois l'a dit à un moment, il y a quelques minutes, mais ouais, ça peut être... enfin, c'est en parlant notamment de Conley que je parlais de fenêtre ou de lucarne ou de juste fenêtre de prison pour les, comment dire, pour les Wolves, parce que c'est vrai que là, Conley, il commence à en avoir fait des saisons et surtout des longues saisons, quoi, avec playoff et tout, des matchs à je sais pas combien de minutes. Donc si on peut commencer à craindre, et surtout quand, comme l'a dit N5, quand on voit l'importance et la stabilité surtout qu'il apporte sur le terrain pour les Wolves, comment dire, une saison avec un Conley en déclin, ça peut être un peu effrayant. Après, je pense que c'est quand même un joueur qui apportera toujours de l'intelligence dans Oui, sa il sait défense. se gérer, ouais. Enfin, c'est un joueur intelligent qui défend bien, et même s'il aura plus les qualités physiques pour défendre vraiment sur l'homme, il aura toujours les qualités pour défendre off-ball, et pareil en attaque, il sera toujours bon pour créer, même si pareil sa rim pressure va chuter indéniablement. C'est toujours un bon passeur et toujours un bon créateur qui sait trouver les bons joueurs bien placés, donc là-dessus je me fais pas trop de soucis. C'est plus en fait son temps de jeu qui va finir par descendre petit à petit parce que juste physiquement ce sera plus compliqué. Juste une dernière petite chose pour finir avec Edwards avant de continuer. On n'a pas précisé qu'il a quand même été prolongé à 260 millions cet été. Donc voilà, quand on voit à quel point l'été a été calme pour les Wolves, que ce soit en termes de draft, parce qu'il y a quand même eu un trade pour Gobert qui a coûté très cher, et en termes juste de signature estivale, bah, le gros chèque qu'a pris Edwards, alors je crois que j'ai pas vérifié, mais je crois que ça sera activé qu'à la fin de la saison prochaine, je pense. Je crois enfin là, il doit rentrer dans sa Ouais, c'est ça. quatrième année, mais il l'a signé en anticipé là. C'est ça. Mais quand même, enfin, tu signes, tu sais qu'à partir de l'année prochaine, tu as un gars qui te coûte chez plusieurs dizaines de millions par saison, donc tu peux pas te permettre toutes les folies sur le marché. En plus, ils ont prolongé Karl Anthony Towns, qui a aussi sa prolongation qui arrive la saison prochaine. Je vous l'affiche là, mais donc Rudy Gobert la saison prochaine à 43,8 millions, Towns à 49,7 et Edwards à 35,5, plus Naz Reid à 13,9 et il faudra signer Jaden McDaniels. Donc là, on a quand même sur le futur des grosses questions sur la flexibilité, pardon. Ouais, sur la flexibilité des finances et de l'effectif.
Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de rumeurs de trade, notamment sur 4. C'est Jedi et Padawan. Tu dis dans le chat, tu trades 4, tu refais les schémas du Jazz avec Ant, Rudy et 3 connecteurs shooters. On a vu à quel point ça avait mené le Jazz très loin. Faut espérer que Ant soit meilleur que Donovan Mitchell. D'ailleurs, il y a Alex Love qui nous dit qu'il faut trader 4 contre Donovan Mitchell. Il faut créer les Minnesota Timber Jazz. Ils vont être contents tous les deux. Mais après, tu parlais de la prolongation de Jaden McDaniels. C'est un joueur plus qu'intéressant. Alors pour l'instant, on l'avait vu que en termes défensifs, en mode le futur 3&D connecteur parfait parce qu'il lie un peu tous les aspects. Et c'est vrai, il est vraiment à la hauteur de sa hipster team, de ses sélections hipster team. Et c'est Az qui s'écrit dans le chat de tous ses poumons, bien sûr. Est-ce qu'il y a aussi potentiellement un développement chez Jaden McDaniels? Alors je sais pas, est-ce que c'est vraiment vu comme un potentiel porteur de balle ou secondaire tertiaire, hein, mais qui pourrait peut-être un petit peu faire plus que son rôle pour l'instant qui était assez cantonné à un poste de finition. Je ne sais pas à quel point c'est dans les tuyaux de développement du côté des Wolves. Ça peut être une valeur aussi que qui te permet de passer à un step, ou en tout cas d'avoir un petit peu plus de talent à disposition, plus que tu pouvais espérer. Maintenant, ouais, je pense que la trade deadline, elle peut faire mal chez ces Wolves. Je sais pas, petite question pour vous. Je me dis que si ça marche pas, s'il n'y a pas de blessure jusqu'à la trade deadline et que ça marche toujours pas, ou qu'il y a toujours des problèmes de fit, etc. Alors il y a beaucoup de rumeurs sur Karl Anthony Towns, mais est-ce que ça pourrait pas bouger toute cette histoire? Et bon, effectivement, 4 semble le plus à même de dégager. Vous êtes comment vis-à-vis de ces potentiels trades du côté de Minnesota? Je suis pas très fan de l'idée de trade Towns. Du moins pas tout de suite. Même si ça marche pas forcément beaucoup cette saison. Il peut y avoir plein de raisons à ça et Towns ne le sera pas forcément. Même contre un héros. Même contre un héros. C'est pas assez. Il faut 6 choix de draft en plus, Guillaume. On va le répéter combien de fois? Choix de draft qu'ils n'ont plus évidemment puisqu'ils ont tout envoyé à Cleveland. Non, à Utah, pardon. Oui, effectivement. Ouais, moi je suis pas très fan de l'idée parce que du coup, vu que t'as tes 3 joueurs qui sont quand même lock sur facile sur 3 ans, t'as quand même un peu le temps de les développer. Alors même si Gobert a quand même 31 ans, Towns en a 28, donc t'as quand même des joueurs dans leur prime, mais qui sont pas non plus près de chuter d'un coup de niveau. Donc pour moi, t'as le temps quand même de les tester et de voir ce que ça donne, quoi. En fait, je sais pas trop déjà aujourd'hui quelle est la cote de Cat. C'est un peu dur à estimer parce qu'il sort quand même de plusieurs saisons vraiment tronquées. Et vu le salaire, alors tu l'as enlevé de l'affichage, mais c'était au moins 40 millions, 4, non, c'était pas ça? C'est 50 millions la saison prochaine. Ouais, voilà. Euh, En fait, je vois pas dans quel monde ils arrivent à trade 4 et être gagnants dans le trade. Donc je me dis, ils vont peut-être continuer au moins une saison complète, voir ce que ça donne sur 82 matchs. Parce que un mec, si 4 ça fonctionne un petit peu moins bien et qu'il est payé 50 millions, qu'il a 2 ou 3 saisons comment dire, d'injury prone derrière lui, je vois pas du tout comment ça peut finir. Et puis je vois dans le chat, oui, j'ai peur, j'ai peur qu'il y ait une franchise à l'Est qui pète un plomb à un moment. Donc c'est vrai que moi j'aime beaucoup 4, mais pas pour 50 millions quand même, c'est un peu beaucoup. Tu préfères 4 à 50 millions ou Julius Randle à 35? Je préfère jouer Embiid. Très bonne réponse, très bonne réponse. C'est ça. Alors du coup, on en a parlé un petit peu, mais Gobert Towns, l'année dernière, sur les minutes qu'ils ont joué ensemble, c'est 0,4 de net rating, avec une attaque et une défense à 109 points marqués ou encaissés par 100 possessions. Comment est-ce qu'on peut essayer de faire fonctionner un peu ce duo? On a déjà un peu discuté, mais est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur ce duo? Petit échantillon déjà, donc compliqué
Ouais, c'est ça. Compliqué Après, d'en tirer vraiment quelque chose. Et c'est ça. surtout à des moments pas clés de la saison. Enfin, je sais pas comment le dire, mais c'était au tout début et à la toute fin. Donc Ouais. c'est un peu dur. Il n'y a aucune continuité sur ce qu'ils ont fait ensemble. Ils se retrouvent à la fin de la saison après 10 matchs en commun à jouer Jokic. Bon, c'est un peu, c'était un peu compliqué de tirer des conclusions de ça, quoi. Est-ce qu'il gagnerait pas à utiliser Towns un peu comme un hub offensif au poste, plutôt à 45 degrés mi-distance, là où il peut être vraiment dangereux via son shoot et via ses passes, parce que c'est un très bon passeur chez les intérieurs, je trouve, avec du Gobert qui pose des écrans pour des shooters, voire des shooters qui posent des écrans pour Gobert, un peu ce qu'a pu faire Miami avec Adebayo ou ce qu'a pu faire Sacramento avec Sabonis. Ouais. Est-ce que sur le volume de passing, il est assez bon pour faire les lectures constamment? Je suis pas sûr. En fait, parce que autant je trouve que c'est plutôt un bon passeur, etc. Autant si tu lui fais vraiment dans le... Bon, remarque si c'est un système, etc. Il s'y fait. Peut-être c'est une solution. Ça Ouais. peut l'être, ouais. Après, est-ce qu'ils ont le personnel avec notamment des shooters en mouvement assez Catch and respecté shoot, pour ouais. créer un peu de chaos dans la défense? Ça, je suis pas certain. Mais ça peut Après, en tout cas à être un côté, tu as axe. Anthony Edwards pour de la gravité, donc ça peut s'équilibrer à peu près, quoi. Ce que tu perds en shooting ou en capacité de shooting sur le mouvement et tout, peut-être que tu trouves plus des catch and shooters stationnaires, mais tu profites de la gravité d'Edwards vers le panier pour un petit peu encaisser les défenses à l'intérieur et du coup avoir des ouvertures dans le spacing à l'extérieur, ça peut se faire. Bah, ouais, ça peut être une solution. Après, c'est toujours pareil, enfin, ce que tu parlais du hub avec les écrans, etc. C'est que déjà, il faut que ce soit parfaitement organisé, parce qu'on parle quand même, si c'est pour Gobert, c'est pas, enfin, faut l'optimiser au maximum et il faut pas se rater, parce que tu peux pas te rater vu que Gobert n'aura pas la capacité de compenser les petits errements qui peuvent se faire. Et aussi, alors ça a été dit dans le chat, je vous avoue que je ne maîtrise pas trop le coaching des Wolves, mais je crois que c'était Chris Finch et pas Jenkins, comme l'a dit assez parlé de moi. Mais est-ce que ce coach a les capacités pour mettre en place des systèmes aussi travaillés pour ses joueurs et que ça ne devienne pas trop lisible facilement? Parce que enfin, pour les équipes avec lesquelles tu as comparé, que ce soit le Heat ou les Kings, le Heat, bon, c'est Spoelstra, donc il y a 100 000 systèmes, il y a toujours des gars pour sortir de je sais pas où et trouver des solutions. Les Kings, bah, il y a tout l'aspect transition offensive, ça va à 3000 à l'heure, et quand tu arrives à te poser un peu offensivement, bah, tu as cet aspect avec le hub Sabonis. Bah, comment dire, les Wolves, ils ont ni l'un ni l'autre, ni 10 000 shooters pour faire tourner tout autour. Alors, il y a Edwards, certes, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'autres mecs à part Edwards. Donc, est-ce qu'en fait, ils ont le coaching ou l'effectif pour faire ça? Bah, je pose la question, je ne saurais pas y répondre. Mais en tout cas, oui, enfin, si ça doit fonctionner entre les deux, c'est-à-dire Kat et Gobert, ça devrait passer par là, je pense. Même si c'est compliqué. Après, encore une fois, ça te prive un peu du shoot de Karl Anthony Towns quand même, qui est peut-être ton arme secondaire la plus létale avec Anthony Edwards, voire même ça se discute en première position hein, offensivement pour l'instant. S'il n'y a pas d'évolution, mais il y aura évolution du côté d'Anthony Edwards. Donc ça te prive de ça. Donc encore une fois, c'est quand même pas l'optimisation de dingue. Et après, bon, il y a quand même des shooters stationnaires intéressants. Jaden McDaniels, Mike Conley, sur du catch and shoot, ça va. C'est Ouais, pas même inepte. Alexander Walker qui est pas mal aussi, Ouais, qui a bien fini la saison. Donc, t'as quand même ça se du fait. bon shooter qui va pouvoir punir et tout ça, mais c'est pas des shooters qui créent via leur mouvement. C'est ça. Donc Ouais, ça c'est ça. rajoute cette difficulté-là. Après, Chris Finch est plutôt pas mal. Bon, il galère un Ouais, peu avec ses Wolves. Chris Finch, c'était notamment l'architecte des premiers systèmes autour de Nikola Jokic à l'époque. Donc, non, plutôt pas mauvais le Boug. Après, ça a l'air de patiner un peu dans la mise en place chez ces Wolves. Je suis pas sûr que il y a un QI collectif incroyable dans l'équipe qui fait que les systèmes se mettent en place si rapidement. On n'en a pas parlé, mais
enfin, lui, je trouve, il a une bonne tête en cas de départ catastrophique à sauter Ouais, dans pas très très longtemps quand même. c'est Ouais, possible aussi. Ouais. c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ouais. Pour finir, parlons un peu de Jaden McDaniels, on l'a un peu évoqué. Est-ce que il peut prendre un peu plus de place en attaque? Est-ce qu'il peut devenir un peu une troisième option? Il y a eu un peu de création pour lui-même parfois, mais c'est encore que des flashs. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, comme j'ai dit, je sais pas à quel point en fait c'est dans les tuyaux aussi de Minnesota parce que étant donné qu'il y a déjà énormément de tests à faire avec le fonctionnement du trio, comment tu crées tous tes systèmes, etc. Je sais pas à quel point en fait Jaden McDaniels aura la place pour tenter et de nouvelles choses ou avoir les répétitions balle en main puisque c'est un peu balle en main ou au moins le plus possible en tant que connecteur pour justement qu'on puisse voir à quel point il peut aller dans l'initiation individuelle. C'est surtout ça moi qui m'interroge. Je me dis l'évolution du joueur, on peut jamais vraiment savoir avant de tester, mais est-ce qu'il y aura la place pour tester? Je suis même pas sûr parce que ça demande de créer encore de l'espace pour lui. Après, il peut s'interchanger potentiellement, enfin, il peut peut-être aller en seconde unit plus et avoir ses répétitions là-bas. Dans un premier temps, en mettant Alexander Walker à côté d'Anthony Edwards dans la première unit, ça peut se tenter. Mais je suis pas sûr que ce soit totalement dans les plans de Chris Finch qui aura bien d'autres choses à mettre en place. C'est peut-être là où j'ai le plus gros bémol finalement sur la progression du genre, moins chez lui qui a vraiment progressé d'année en année que peut-être dans le contexte. Voilà. L'avantage avec lui, c'est que tu as quand même un joueur défensif qui est vraiment élite. Je pense qu'il est un peu sous-estimé par le grand public qui suit pas forcément beaucoup les Wolves. Il est très fort sur ISO, sur des écrans, off-ball. Il y a les métriques de The B-Ball Index, les métriques défensives sur l'isolation, sur la navigation des écrans, sur la défense off-ball. Et en fait, il est au-dessus du 90e centile dans tous ces domaines-là. En plus de défendre sur le meilleur joueur adverse tous les soirs. Et en plus de ça, c'est un gros playmaker défensif, style pourcentage et bloc pourcentage. J'ai pas noté les chiffres, mais il est dans le haut tiers de la ligue. Donc on a vraiment défenseur de Oui. calibre All-NBA qui va défendre le meilleur joueur, qui peut défendre le point of attack et qui va être très bon partout, quoi. Pour te compléter, pour le block percentage, il est 96e centile et steal percentage 71e centile. Ouais, voilà, donc c'est vraiment très élevé. Et, je suis pas sûr qu'il y ait énormément de joueurs qui soient aussi hauts dans ces deux catégories-là. Non, je suis d'accord. Alors, je vais pas revenir sur tout ce qu'a dit, enfin, ce que vous avez dit tous les deux sur McDaniels. Mais juste pour peut-être conclure cette partie-là, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des problèmes, euh, potentiels problèmes offensifs qui semblent très compliqués à résoudre pour les Wolves. Par contre, le potentiel défensif de l'autre côté est pour le coup très 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 intéressant. Parce que enfin, tu prends juste le roster en plus qui est un peu complémentaire, je trouve, du côté, de l'autre côté du terrain. Pour le coup, enfin, ça m'étonnerait pas que ça soit top 5-6 au defensive rating à la fin de la saison, quoi. Parce que quand tu as deux bigs comme ça, notamment Gobert pour couvrir Kat, quand tu as sur les ailes des gars comme on vient de le dire, mince, McDaniels, Conley qui reste un meneur, même s'il est vieux, très intelligent, et si tu arrives à bouger un peu le 4 de ce côté-là du terrain, alors j'ai plus tous les autres noms, mais même des Nasrid ou des gars comme ça, c'est plutôt intéressant. Donc ouais, ça peut être une très grosse défense, et McDaniels en serait une des deux têtes de proue avec Gobert. Il y a Magic79 dans le chat qui dit quand tu as Ant plus 4 plus un pivot et poste 3 d'avenir plus des jeunes potentiels bons role players, tu t'en fous un peu de récupérer une contrepartie moyenne voire mauvaise contre Gobert. Il est venu, l'effectif s'est épuré, la progression de tes joueurs clés s'est accélérée. Puis tu réponds à la question, est-ce qu'il faut mettre un pivot rim protector à côté de 4? Parce que du coup ça parlait dans le chat tout à l'heure de éventuellement trader Gobert en fait. Après, il y a un élément là-dedans qui rend le truc impossible, c'est le camouflet que ce serait pour Tim Connelly. C'était son premier move en arrivant, etc.
En fait, je pense que rien que pour l'ego en termes du dirigeant tu peux pas assumer une erreur pareille en fait. Genre et en plus du coup, je pense que la contrepartie serait pas moyenne, serait Ouais, risible très parce que c'est compliqué. tellement un aveu d'échec que tu te mets en position de faiblesse extrême dans les négociations c'est plutôt ce penchant-là qui me fait dire que dans l'absolu, je suis un peu d'accord avec toi, Magic, mais je pense que enfin, pour tous les autres aspects, c'est pas possible, quoi. Au premier abord, quand je me suis souvenu que qu'on allait traiter les Wolves, j'étais un peu, un peu négatif, mais au final, c'était bien plus intéressant. Il y a bien plus de questions que ce que je pensais avant de lancer ce live. Non, moi, c'était par rapport au fait de... On a été pas mal négatif, il y a beaucoup d'interrogations. Après, voilà, il y a quand même un joueur très intéressant, Anthony Edwards. Jaden McDaniels derrière, dont le développement va être à suivre également. Il y a quand même beaucoup aussi de joueurs intéressants derrière. Alors, j'ai un peu peur que on nous parlait de Kyle Anderson et de Mike Conley bientôt expirant et donc du coup potentiellement tradable, etc. J'ai un peu peur que ce soit pour des clopinettes histoire de faire des économies malheureusement, donc on perdrait un peu en profondeur à terme. Mais c'est vrai que malgré toutes les interrogations, c'est une équipe qui a quand même arraché les playoffs et qui en playoffs, si elle avait bénéficié de Jaden McDaniels, aurait peut-être pu être plus intéressante que ça. Donc il y a aussi cet aspect où s'ils nous poussent à 4-2, 4-3 en playoff, peut-être que le regard est très différent et peut-être qu'ils n'étaient pas si loin que ça avec l'absence de Jaden McDaniels. Je pense qu'on aurait été quand même au-dessus. Ils tombaient sur un gros morceau, mais peut-être en ayant un meilleur tirage au premier tour, saison prochaine, s'ils en venaient à accrocher les playoffs, peut-être que si ça change énormément la façon de voir l'équipe. Donc, ok, beaucoup d'interrogations, ok, peut-être un peu de pessimisme de notre part, mais voilà, oubliez pas que ça peut aussi tomber du bon côté de la pièce. Après, je suis très curieux du coup de voir comment ça va se jouer du côté de ces Wolves-là, parce qu'il y a énormément de choses à déblayer.